La Renaissance est à l'honneur à Paris en ce printemps 2024 avec l'exposition L'invention de la Renaissance à la Bibliothèque nationale de France et Le goût de la Renaissance à l'Hôtel de la Marine en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, la Fondation Altani et le Victoria and Albert Museum. L'exposition Le goût de la Renaissance nous ramène à la première exposition, mais celle-ci n'insiste pas sur l'origine de l'humanisme, mais surtout sur le travail des artistes, la transmission des savoirs artisanaux entre les différents pays et les implications des grands voyages et autres découvertes, donc de produits précieux, mais et surtout sur le rôle des amateurs d'art, des mécènes et des collectionneurs. L'exposition Le goût de la Renaissance s'articule autour de 4 phases. On peut dire une phase par pièce. La première, avec 7 bijoux uniques et sublimes appartenant à la collection Altani. La seconde, qui montre les différents matériaux pour la création de toutes ces merveilles. La troisième salle, les objets, les mécènes et les collectionneurs. Et enfin, la dernière, qui recèle des pièces d'atelier et de peintres ou de céramistes italiens, mais aussi de productions importées de Chine et modifiées par les orfèvres occidentaux. Puis viennent ensuite toute une série d'objets qui servirent de cadeaux, pour finir par une collection d'objets somptueux réalisés dans les différents pays de l'Europe occidentale. Un parcours riche de trésors que nous allons un peu approfondir et par le début de l'exposition, avec la première salle présentant donc ces 7 bijoux typiques de la Renaissance, pour la plupart dépendants, bijoux plutôt féminins, ainsi qu'une enseigne à chapeau, bijoux que les hommes accrochaient à leur chapeau grâce à de petites anses dans lesquelles on passait des fils. Mais ce qui est remarquable dans cette première présentation est le travail d'orfèvrerie. Ainsi, on peut voir plusieurs pendants très élaborés architecturalement et cette enseigne à chapeau qui représente le sacrifice d'Isaac, véritable petit bas-relief provenant peut-être d'un tableau d'un grand artiste italien. Il est également à noter que la taille des pierres précieuses évolue et laisse voir tout leur éclat, comme notamment dans ce pendant formé de diamants montés en barrette sortant de la corne d'abondance. Beaucoup de bijoux étaient confectionnés par des artisans allemands, notamment à Nuremberg, qui fut un grand centre d'orfèvrerie à la Renaissance. Mais poursuivons notre parcours dans cette deuxième salle, où nous pouvons voir les différents matériaux dans lesquels ces trésors furent fabriqués. On retrouve notamment les émaux, le cristal de roche, l'or, le lapis-lazuli, le bronze, le cuivre ciselé, les perles, les coquillages comme le nautile, etc., ainsi que le verre. Aussi arrêtons-nous sur ce carreau émaillé provenant de Limoges et qui faisait partie de 82 émaux, sans doute destinés au studiolo d'un prince humaniste et féru de textes antiques, puisqu'il relate le texte de l'Énéide. Nous pouvons admirer ce sceau en lapis-lazuli et or, peut-être un objet en lien avec la religion provenant de Florence. Florence et Milan étaient 2 grandes places pour le travail sur les pierres dures. Plusieurs objets dans l'exposition sont travaillés dans le cristal de roche, comme cette bouteille au portrait de Clément VII et d'Alexandre de Médicis, ou cette petite statue, réplique d'une statue en marbre de l'Antiquité faite par l'Antico à Mantoue au XVe siècle. Elle est en bronze, partiellement dorée et incrustée d'argent. Les orfèvres aimaient travailler à partir des perles ou formes tordues, comme celle-ci avec ce pendant. La perle est ici grosse et de forme bizarre que l'orfèvre a montée en salamandre. Bijou destiné sans doute à une femme, la salamandre associée au feu est symbole d'amour passionné. Voici quelques exemples, mais la galerie possède d'autres trésors qu'il vous faut regarder avec attention en prenant votre temps. Tous ces matériaux, nous allons les retrouver dans les différentes vitrines de la grande salle d'exposition où sont présentées des œuvres du XIVe au XVIe siècle. Des œuvres provenant de 2 collections principales aujourd'hui, la collection Altani et la collection du Victoria and Albert Museum.
mais qui ont appartenu d'abord à des mécènes à la Renaissance, puis à partir du XVIIIe siècle à des collectionneurs privés, comme l'Américain Jean Pierremont, spécialiste de l'art élisabétain. Je ne citerai pas toutes les œuvres pour vous laisser le plaisir de la découverte lors de votre visite à l'exposition. Mais parlons de quelques œuvres comme ce relief qui faisait partie d'un ensemble de 84 sculptures de la Renaissance dans la collection dite Gigli Campana, dont des Donatello, Sansovino et Luca della Robbia. Ou encore cette coupe en cristal de roche qui représente le triomphe de Neptune et d'Amphitryon, qui a appartenu à la collection de Gustave de Rothschild, puis à sa petite-fille, la marquise Scholl-Mondelais. Ou cette coupe couverte faite par Jean II Pénicaud à Limoges et qui passa de main en main, et notamment dans celle du collectionneur au XVIIIe siècle de Horace Walpole, puis dans celle de William Beckford. Chaque œuvre présentée possède son histoire et son voyage de main en main, jusqu'à arriver, grâce à la Fondation Altani et au Victoria and Albert Museum, dans cette merveilleuse exposition. Mais poursuivons notre route dans notre caverne. Les Rothschild, ayant fait leur fortune sur le commerce des médailles, appréciaient beaucoup de collectionner les pendants du XVIe siècle, comme ces deux pièces que l'on peut admirer. Je vous laisse découvrir également ces autres trésors que nos mécènes aimaient admirer dans leur studiolo avant de travailler ou de penser. L'Antiquité retrouvée était une grande source d'inspiration pour les artistes, et notamment ces deux exemplaires de coupes en argent doré qui faisaient partie d'un ensemble de 12 coupes, les Tazze Aldobrandini, représentant les 12 empereurs romains d'après le récit de l'historien Suétone. Ou ce globe horloge, exécuté par George Roll et Johannes Reinhold, fait à Augsbourg en 1584. Ou encore ce grand plat fait par Bernard Palissy. Notre regard est ensuite attiré par un grand portrait d'Henri VIII exécuté par Heinz Hoblen et une petite vitrine où nous découvrons entre autres des pendants de la reine Élisabeth Ière. Celle-ci portait déjà une grande attention à sa communication par des bijoux, portraits, etc., la représentant. On peut voir ici deux pendants, dont celui qu'on nomme le joyau de l'invincible Armada, et un portrait flatteur qui la représentait lors de sa jeunesse. Des portraits ou des bijoux que les souverains donnaient en cadeau à des courtisans pour service rendu ou pour fidélité, ou à des ambassadeurs en signe de reconnaissance, mais aussi pour montrer leur prestige. En furetant dans l'exposition, nous découvrons également des morceaux de tapisserie exécutés par Élisabeth Talbot et Marie Stuart lors de sa captivité, un magnifique écritoire ayant appartenu à Henri VIII, orné de figures masculines et féminines, mais aussi un aume d'armure magnifiquement ciselé, ainsi qu'une épée, et un exemple de corsage de femme très ouvragé et brodé, comme le montre un portrait, et une partie brodée sur mannequin. Quant à la statuaire, elle est représentée par différentes œuvres, notamment par cette belle statue de la Vierge et l'enfant, un enfant heureux qui rit, ainsi que par la somptueuse statue de Leda et le cygne, toutes deux faites à Florence. Mais nous trouvons également un relief fait probablement par Francesco di Giorgio Martini. Ou encore ce bronze incrusté d'argent représentant Hercule et Anté, fait à Mantoue au XVIe siècle. La dernière section vous invite d'abord à entrer dans l'univers des ateliers, avec notamment l'atelier Fontana et son encrier en glaçure stanifère, ainsi qu'une étude de moine agenouillé par le Tintoret, ou ses assiettes d'Hercule et Anté par l'atelier du maître Lodovico. Et il y a naturellement bien d'autres exemples que vous pouvez admirer. Puis, continuant notre visite, viennent des objets luxueux comme ce vase en verre soufflé appartenant aux ateliers Médicis ou cette verseuse montée sur une porcelaine de la dynastie Ming, ou encore cette licorne marine faite à partir d'une coquille turbo. Ensuite, nous revenons à l'univers des bijoux, créés à partir de perles
est montée soit en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne et provenant souvent d'Inde. Mais ce n'est pas fini, la visite continue sur des objets dont les puissants ou les notables offraient en cadeau. Donc voici quelques exemples comme cette chope du Japon. En effet, les Portugais firent exécuter des objets en lac à partir de leur comptoir au Japon, qu'ils exportaient en Europe, qui pouvaient servir de cadeaux somptueux. Ou encore, voici en cadeau diplomatique ce coffret, ou encore ce bracelet provenant de Ceylan qu'Élisabeth Ier donna à son cousin Henri Carré. La visite se termine par une série d'objets précieux, comme des portraits, dont celui de Charles IX par François Clouet, qu'on pouvait attacher à sa ceinture, mais aussi cet ornement d'autel fait à Barcelone ou ce Saint-Michel exécuté aux Pays-Bas bourguignons à la fin du XVe siècle. Ou encore cette Vierge à l'enfant, fin XVe, faite à Cracovie ou à Nuremberg, créée par Veit Stoss. Une virtuosité de sculpture à travers les plis de la robe. Cette vidéo ne présente qu'une partie des objets exposés que vous pouvez admirer sans réserve lors de votre visite. Une exposition qui vous transportera dans le monde du merveilleux, de la richesse créative humaine, issue d'un savoir-faire d'artistes de génie. Une exposition qui vous donnera peut-être également envie de devenir des amateurs d'art à votre tour, selon vos moyens, pour développer et soutenir la créativité contemporaine. Le goût de la Renaissance, un dialogue entre collections, du 6 mars au 30 juin 2024, à l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde. À la Galerie Félie, 31 rue Saint-Paul, je vous invite jusqu'au 7 avril prochain à venir explorer le monde d'Agnès Bailly, monde de douceur et de calme bienfaisant, avec ses jolies statues en papier mâché ou en céramique. Oui, j'ai bien dit en papier mâché. Ne me demandez pas son secret, car je ne le sais pas. Mais ces personnages génèrent une attirance, une attention particulière. On pourrait presque appeler cette exposition les vacances dans la quiétude. Dès notre entrée dans la galerie Félie, nous sommes accueillis par une magnifique statue en bronze, le geste, qui a pu se faire grâce au prix de la Pleine Fonderie qu'elle reçut en 2023. Les êtres qu'elle crée sont calmes, il émane d'eux une tranquillité, une certaine sérénité. Pas de violence, pas de colère dans son œuvre. Ces personnages sont tranquilles dans un moment de détente, soit à la piscine, soit au bord de la mer. Car presque tous sont en maillot de bain, avec ou sans bonnet, les cheveux couverts ou libres, avec un ballon ou sans. Donc pas de nu chez Agnès Baillon. Des corps bien proportionnés, tant pour les hommes que pour les femmes. Certains portent même des t-shirts ou des sweats à capuche. Ce qui les caractérise, un aspect lisse, avec peut-être une touche de rugosité. Non pas une blancheur immaculée, mais un blanc un peu cassé, à la fois uniforme, et pourtant on y sent quelques impuretés avec lesquelles la lumière peut jouer. Et soudain, avec ce jeu lumineux, les personnages prennent vie, ont une respiration, un changement d'attitude, mais non pas extérieurement, car elles posent un peu à la manière des statues égyptiennes, mais intérieurement. C'est subtil, mais quand on les regarde, on ne peut y échapper. Agnès Baillon a un don pour rendre vivantes ses sculptures par une attitude et surtout par leurs yeux, qui en fait ne sont pas morts, mais dégagent une vie intérieure, une pensée, une interrogation, à la fois discrète, sereine. Elles sont là et attendent quelque chose. Quoi? Peut-être un amour, une amitié, une invitation. Et parfois, des petites ouvertures à l'intérieur de leur corps nous donnent une indication, avec un visage, des mains. Ou bien ces petites maisons où elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur, mais toujours avec ce regard. En sortant de la galerie, une tête d'homme, serait-il égyptien? Car il y a du mystère dans son regard, et peut-être nous interroge-t-il sur notre impression des sculptures d'Agnès Baillon.
Une œuvre très belle, presque épurée, qui donne l'envie de s'installer tranquillement dans notre canapé, de les admirer en nous invitant à la méditation. Exposition Agnès Bayon, Force discrète, du 7 mars au 7 avril 2024 à la Galerie Félix, 31 rue Saint-Paul, 75 04 Paris. Du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h.